Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette 4e séance du séminaire Turing. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'interprétabilité des réseaux de neurones. Et c'est Léo Dana qui va présenter cette séance. Donc Léo Dana a fait de la recherche avec nous au Centre pour la sécurité de l'IA. Il a fait aussi de la recherche à MATS, donc le Machine Learning Alignment Theory Scholar, et de la recherche donc à Berkeley, qui est l'un des endroits assez centraux en sécurité de l'IA actuellement. Et donc, notamment, c'était dans l'institut qui s'appelle FAR AI, qui est l'une des plus importantes non-profit actuellement en alignement. Et donc, Léo a travaillé de longue date avec nous, donc notamment a été l'un des instructeurs pour le 2e Machine Learning for Good, donc il y a 2 ans. Et du coup, sans plus tarder, je vous laisse Léo vous présenter donc une introduction à l'interprétabilité des réseaux de neurones. J'espère que vous allez apprécier. Allons-y. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Charbel. Donc, comme il a dit, aujourd'hui, on va parler d'interprétabilité des réseaux de neurones. On va essayer d'ouvrir un peu la boîte noire. Hop, ça marche. Donc, en effet, on qualifie souvent les réseaux de neurones de boîte noire, puisque ce sont des modèles où on comprend tous les calculs un par un, mais ces calculs ne font pas vraiment de sens. On ne comprend pas ce qui se passe de manière intuitive, alors que pourtant, il se passe des choses quand même assez dingues. On reconnaît des images, on peut parler, raisonner, faire plein de choses et on ne comprend pas ce qui se passe dedans. Donc on veut ouvrir la boîte noire et on va regarder dans cette séance comment font les gens en pratique pour le faire, et notamment parce que ça peut avoir des implications pour la sécurité des IA, ou est-ce que ça en a vraiment? On va aussi discuter de ça en dernière partie. Donc déjà, une première question, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir des modèles d'IA qui sont interprétables? Il y a plein de raisons, mais parmi celles-là, on peut souligner le decision making. Donc, on a des décisions, les IA prennent des décisions, on veut savoir pourquoi elles ont pris ces décisions, comment ces décisions ont été prises, quels sont les facteurs qui sont entrés en jeu. Pour la confiance, si vous avez une voiture autonome qui vous conduit si une IA conduit votre voiture, vous voulez lui faire confiance, vous voulez être sûr que ça va bien se passer. Donc, il y a aussi des enjeux de safety, d'alignement, et aussi juste parce que c'est de la science vraiment sympa. C'est juste assez cool de comprendre les IA. Et il y a plein de gens qui font ça juste parce que c'est amusant. Donc, qui est-ce qui fait de l'interprétabilité aujourd'hui dans le monde? C'est un domaine de science qui est un peu particulier parce qu'il n'a pas émergé dans l'académie directement. Il y a 4 gros acteurs. Il y a les compagnies d'IA. Donc, d'ailleurs, les principales, ça va être Google DeepMind, Anthropic, OpenAI. Donc Anthropic, c'est le modèle de langage Claude. Et on a aussi Safe Superintelligence, qui du coup est un peu nouveau. Donc on a ces grandes compagnies d'IA, mais on a aussi d'autres acteurs. Des acteurs qui vont être indépendants, des non-profit. Donc là, c'est les principales que j'ai nommées. Donc Apollo Research, Redwood Research, FAR AI, MATS. Et quand même de l'académie qui se développe de plus en plus, mais voilà, cantonné surtout aux États-Unis. Donc Berkeley, Stanford, MIT, Columbia ou Oxford pour l'Angleterre. En France, ça a un peu plus de mal à apprendre, notamment l'interprétabilité assez moderne dont je vais parler aujourd'hui. On en a un peu en Allemagne qui commence à émerger, mais voilà, en France par exemple, pas du tout. Donc le plan de la séance, ça va être à peu près le suivant. On va se demander ce que c'est l'interprétabilité. On va préciser un peu cette notion parce que, bon voilà, là j'ai fait en 2 minutes, mais c'est quand même assez confus. On va prendre un exemple, le premier papier d'interprétabilité, la première technique, pour les LLM en tout cas, donc le Logit-Lens. On va parler de méthodologie d'interprétabilité. On va ensuite regarder très précisément la technique qui aujourd'hui paraît la plus prometteuse pour comprendre les modèles d'IA. On va parler de problèmes un peu intrinsèques avec l'interprétabilité, donc disons que dans la méthodologie, on va parler des problèmes qu'on a résolus, qu'on sait résoudre. Ensuite, en section donc 5, on va parler des problèmes qu'on ne sait pas encore résoudre. Et enfin, on va se demander si, après tout ça, l'interprétabilité est vraiment utile pour la safety. Ou est-ce que c'est un peu du safety washing, de dire faisons de l'interprétabilité, tout va aller mieux. Ok. Donc on commence. Qu'est-ce que l'interprétabilité? Donc, je trouvais cette image en ligne, j'aime bien, parce que y a interprétable et explicable. Et on sent que ces deux notions vont être assez liées. Et l'interprétabilité a un rôle un peu différent de l'explicabilité. L'idée générale, c'est de se dire,
On a des modèles d'IA, donc soit de la vision, du langage, des robots, et ils vont faire des calculs qui vont avoir du sens. Ces calculs, on peut les comprendre nous, et on peut les écrire en code. On peut les écrire dans une sorte de langage. Donc ça, c'est un peu l'hypothèse sous-jacente que les gens supposent quand ils veulent faire de l'interprétabilité. C'est qu'on n'est pas en train d'étudier du bruit, on n'est pas en train d'étudier que des statistiques. Et il y a des circuits, il y a des choses à découvrir, et on essaie de les découvrir. Donc plus précisément, la notion d'interprétabilité, elle est assez peu claire en général. Ça comprend plein de choses, et ça soulève plein de questions. Donc qui peut interpréter, par exemple? Parce qu'en effet, interpréter les top senior researchers en machine learning dans les grosses boîtes, ils vont vous dire on comprend, mais s'il n'y a que eux qui comprennent, ça soulève des questions assez importantes. Est-ce qu'on leur fait confiance à eux uniquement alors qu'ils sont dans les grosses boîtes? Il y a des conflits d'intérêts. Est-ce qu'on veut que tout le monde comprenne comment fonctionne un modèle d'IA? C'est peut-être très compliqué parce qu'on va voir les techniques, il faut vraiment un sacré background. Il y a aussi la question des garanties. Dire que c'est interprétable, est-ce que ça nous donne des garanties sur le système? Des garanties que notre IA ne va pas faire n'importe quoi? Bah pareil, ce n'est pas une question qui est évidente à répondre. Il y a aussi la question de est-ce que interpréter, c'est juste faire des bonnes prédictions sur notre système? Il y a aussi l'interprétabilité ad hoc. Donc l'idée, c'est que ad hoc, ça va vouloir dire avant. Donc on peut dire, on fait de l'interprétabilité ad hoc, on construit des modèles qui sont interprétables par défaut. Donc l'idée, un modèle de machine learning interprétable par défaut, ça pourrait être une régression linéaire. Bon bah voilà, c'est interprétable par défaut au sens où on peut dire à quoi correspondent chacun des poids en fonction des données, on comprend entre guillemets. Alors que là, on ne comprend pas. On va quand même s'intéresser tout au long de cette séance aux méthodes d'interprétabilité qui s'appliquent à des modèles déjà entraînés. Donc je vous donne un modèle, une boîte noire, vous ne savez pas ce qui se passe dedans, on veut comprendre ce qui se passe dedans. Et je pense que c'est le cas le plus intéressant puisqu'aujourd'hui on a des grands modèles de langage, des modèles de vision, de diffusion, on nous les donne, on ne sait pas ce qui se passe dedans et c'est à nous de comprendre. Et enfin, du coup, interpréter et expliquer, c'est quoi la différence? Expliquer, on a l'impression que ça va plus se rapporter, comme j'ai dit, non je ne l'ai pas dit, ça va plus se rapporter à comprendre une décision, comprendre un mécanisme. Je donne un input, je veux expliquer pourquoi l'output c'est celui-là. Interpréter, ça va être quelque chose de plus global. On va chercher le circuit, on va chercher la structure dans le réseau de neurones. Voilà. Ok. Comment on fait de l'interprétabilité en pratique? Beaucoup de sens commun qui entrent en jeu. Donc, par exemple, là, vous avez des techniques d'interprétabilité qui ont été faites sur des modèles de convolution, des CNN. Et donc, vous voyez ça, là, c'est une façon de représenter la couche de convolution, une certaine couche de convolution. On peut voir, ça ressemble un peu à des chiens, à des... Bon, on ne le voit pas bien. On s'aide pas mal on regarde quelles images sont très activées par cette couche de convolution. Donc on a les deux, on a les top images pour cette couche et on a à peu près une sorte de visualisation. La question maintenant c'est de se dire à quoi correspond cette couche de convolution et à quoi correspond cette couche de convolution à droite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées de à quoi correspondent chacune des couches de convolution? Ouais. C'est les features où on regarde la sortie de la neurone. On prend une couche et on regarde la sortie. Ouais, exactement. Du coup, je reprécise ma question. C'était plus, si vous deviez regarder ça et donner un label, dire c'est la couche qui regarde quoi dans le réseau, vous diriez quoi? En fonction de, elle s'active principalement sur ces images et elle ressemble un peu à ça. C'est la couche du museau. Ouais, une couche de museau ici. Et là, un peu plus compliqué quand même. On a des sortes de coupoles, mais on a des pores. Il y a beaucoup de ciel. Et ben, dans le papier, voilà, c'est Animal Faces, Horse Notes. Donc, Snout, c'est truffe. Donc, oui, c'est à peu près ce qu'on imagine en regardant. Mais bon, on voit quand même que l'interprétation, elle est très sens commun. On a besoin de cette intuition presque humaine, de cette fuzziness pour pouvoir décrire ça.
Pareil, là, on a building or skies. Bon, on n'a pas vu tous les buildings, on n'a pas pris toutes les images, mais on voit quand même que c'est certains types de buildings où il y a quelque chose d'autre que le ciel. Donc, assez compliqué de caractériser, finalement, des features dans un modèle. Et c'est encore plus compliqué quand on prend en compte un phénomène qui s'appelle la polysémanticité. Donc là, on regarde une couche, elle s'active surtout sur des têtes de chiens, on est content. Bon, maintenant, il y a d'autres couches, donc là par exemple c'est le 4E55, qui s'active sur plusieurs features très différentes. Elle s'active sur des images de chats, des têtes de chats, des devants de voitures, des capots de voitures et des pattes de chat. Donc des choses qui, bon, elles n'ont pas rien à voir, il y a tête de chat, pattes de chat, mais en général on peut en trouver avec des concepts très différents. Donc ça c'est un autre problème de l'interprétabilité, c'est la polysémanticité. Parfois vous avez plusieurs concepts qui sont rangés dans un seul et même composant, une seule couche de convolution ou un seul neurone, et il faut réussir à interpréter malgré tout. Ok. Dans cette séance, je vais surtout me focus sur les LLM pour plusieurs raisons. D'abord, les CNN, ils sont plutôt bien compris. Depuis 2020, il y a des travaux dessus. On a fait beaucoup d'interprétabilité sur les modèles de vision. Donc voilà, c'est un peu moins intéressant aujourd'hui. C'est moins les choses qui sont discutées. Les modèles de vision, ils sont aussi pas forcément critiques pour la sécurité. Donc typiquement, on va beaucoup plus s'intéresser aux modèles de langage pour, je sais pas, des sécurités, parce que bon, les classifiers, c'est un peu moins intéressant. À la rigueur, on pourrait dire que les modèles de diffusion sont toujours intéressants, mais bon, voilà. Et on n'a pas de bon modèle de comment le langage fonctionne. Pour la vision, si je vous demandais comment on reconnaît une voiture, nous les humains, on pourrait se dire c'est modulaire, on reconnaît les roues, on reconnaît le corps de la voiture, on reconnaît les vitres, les tailles, plein d'autres paramètres, et on se dit ça c'est une voiture. On peut imaginer ça, et c'est à peu près vrai. Voilà. Là, il y a un article qui montre qu'il y a en effet dans Inception V1, qui est un modèle de classification d'images, il y a à peu près ce circuit qui regarde les vitres, le corps de la voiture, les roues, et qui en déduit que c'est une voiture, ou pas. Mais on n'a pas ça pour le langage. Pour le langage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. C'est ça pour l'introduction un peu à l'interprétabilité et ce sur quoi on va se focus. Et j'aimerais directement rentrer un peu, avant de parler des méthodes d'interprétabilité, dans un exemple. L'exemple un peu canonique pour les modèles de langage, le Logit-Lens. Donc, on va peut-être parler un tout petit peu de transformers et de modèles de langage. Donc, comment ça marche un transformer? Ça prend des mots, donc une phrase que ça va découper. Donc là, The Eiffel Tower is located in the city of, ça va sortir Paris. Et donc, on a ce composant bleu qui est l'encodeur. On transforme les mots en vecteurs. Et ensuite, on les fait passer par plein de couches, toutes les mêmes à chaque fois, qui sont une succession d'une couche d'attention, une couche de MLP, et on répète. Le MLP, il n'agit que sur la même ligne, et les attentions, ils agissent sur leur ligne et sur les lignes en dessous. Bon voilà, c'est une façon de passer de l'information à l'avant pour savoir que la ville de Paris est ce qu'il faut prédire. Donc je pense que pour cette séance, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup plus de choses sur les transformers, notamment pas forcément besoin de connaître comment exactement le mécanisme d'attention fonctionne, c'est juste un mécanisme qui permet de communiquer de l'information à travers les différentes couches. Ok, donc c'est quoi l'idée du Logit-Lens? Ah pardon. Donc à la fin j'ai oublié de dire, mais on a un décodeur là, donc qui transforme nos vecteurs en logits, en probabilité. Et l'idée, c'est qu'on peut reformaliser un peu ce que je viens de dire par on a un ensemble de transformations, on encode la tour Eiffel, hop, et ensuite on lui applique là les deux couches que j'ai dit, une attention, une skip connection, un MLP, une autre skip connection, et donc voilà, l'effet de chaque couche c'est à peu près ça. Et à la fin on décode. L'intuition derrière le Logit-Lens, c'est de se dire, si la dernière couche, on décode, alors l'avant-dernière couche, on avait quasiment le même résultat. On a ajouté très peu d'informations à la fin parce que on peut voir que la dernière couche du transformer n'ajoute pas une grande norme dans
Ouais, une grande norme au vecteur. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui se passe si on décode la couche d'avant et la couche d'avant? En fait, on peut juste décoder toutes les couches en se disant que en fait, à la sortie d'une couche, le modèle il a réfléchi et il a une nouvelle idée de c'est quoi le mot le plus probable à donner. Donc on peut faire ça, et on obtient ce graphique. Donc ça a été réalisé avec GPT-2XL, et ça va permettre de visualiser un peu comment les modèles de langage pensent. Donc typiquement, là la phrase c'est « Specifically, virgule, we train GPT-3, virgule, and autoregressive model », mais il n'y a pas la suite. Donc on peut voir que donc on met le mot specifically et on décode à l'intérieur du residual stream comme ça. Et on voit que et chaque nombre va être le rang de la bonne prédiction au temps d'après. Donc là, après specifically, il faut une virgule. Ok, alors on va regarder virgule. Il arrive combien parmi tous les mots probables prédits. Donc, si je répète, on encode, on décode, et on regarde, virgule, il est top combien? Et on peut voir que, virgule, rapidement, il devient top 1, ou il devient top 20 même. Donc en fait, le modèle de langage, il commence, il n'a aucune idée, là, top 20 000, il ne comprend rien, et puis il raffine, et à la fin, il commence à être plutôt bon, il trouve. Pour oui, là, il a carrément couche 20, ça y est, il a tout trouvé. Donc on peut voir qu'en moyenne, oui voilà, à partir de la couche 40, les dernières couches, en fait, elles ne changent pas beaucoup la prédiction. Donc l'hypothèse peut sembler pas mal, quoi. C'est-à-dire, en regardant ce qui se passe ici, on va pouvoir suivre les pensées du réseau de neurones à mesure qu'il calcule. Donc ça, c'est une question qui s'est posée, et les recherches modernes, elles disent quand même que ça ne marche pas trop. On ne peut pas trop décoder tout ça de manière vraiment meaningful. C'est-à-dire, avant la couche 40, tout ça, on sait aujourd'hui que ça ne va pas trop marcher, ou qu'en tout cas l'intuition qu'on aura, cette interprétation-là, elle est un peu fausse. Pourquoi? Il y a des recherches qui ont été faites et qui montrent par exemple que c'est dans le début d'un modèle qu'on va stocker les informations. Donc les informations, elles vont être stockées dans des MLP et elles vont être retrouvées au début du réseau. Donc là, peut-être que par exemple, on se dit ah ok, cette couche-là, elle comprend rien. En fait, c'est parce qu'elle est en train de décoder l'information intéressante. Donc en fait, le modèle n'est pas du tout au début du réseau. Au début de ses calculs, le modèle n'est pas du tout en train de se demander quel est le prochain mot. Il est en train de faire des calculs pour se rappeler de, par exemple, connaissance. Donc le mot Tour Eiffel, il le voit et il dit ok, Tour Eiffel, je me rappelle de quoi, Paris, ok, la France, des trucs comme ça. Et si ça lui est utile, plus tard, ça va marcher. Mais du coup, en fait, voilà, Logitech ne marche pas au début. Il ne marche pas vraiment non plus au milieu, parce que le milieu, on sait aujourd'hui que c'est un peu l'endroit où l'information est envoyée aux autres lignes. Donc en gros, souvent au milieu, on arrive là, pouf, et on va envoyer de l'information ici. Ou par exemple, ouais, bref, il y a des fonctions dans le réseau, et le Logitech, ça ne marche pas partout. Donc une question intéressante à se poser maintenant, parce qu'on va parler un peu de comment rendre les méthodes d'interprétabilité un peu robustes, et que j'aimerais vous poser, c'est... Ah, j'ai juste mis any IDs. Bon, la question, elle est là. C'est quoi le problème avec Logitech, d'après vous? Là, je vous ai présenté cette méthode. Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui ne sont pas convaincants quand on me présente ça comme ça, et qui ne sont pas dus au fait que j'ai mal présenté la méthode. C'est juste, la méthode, il y a des trous dedans un peu. Il y a des idées qui, on se dit, ah ok, mais ça marche pas bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées de... Ouais. Qu'est-ce qui vous convainc pas dans le Logitech? Ouais. Non, on fait l'hypothèse quand même assez forte que que toutes les couches ont, enfin, ce que vous avez dit qui est faux, que toutes les couches ont la même fonction, c'est-à-dire de se rapprocher du prochain token, alors que, enfin, du coup, alors que vous disiez, il y a différentes fonctions à différentes. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et notamment, quelque chose qui est intéressant, c'est que on fait cette hypothèse implicite et on la teste pas. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Ok, écoutez, moi j'ai ces trois
choses qui me déplaisent avec le logit-lens. Donc d'abord, en effet, il n'y a pas d'hypothèse claire qu'on essaie de rejeter. Donc l'interprétabilité, ça devient une science un peu empirique, quoi. On étudie des systèmes qu'on ne comprend pas, et un peu comme un biologiste va étudier le corps humain, on fait des hypothèses, on les teste, on les rejette. Là, on a juste eu une intuition, on décode, et voilà, on se dit, bah écoutez, ça a l'air de marcher plus ou moins. Donc forcément, c'était un peu une version numéro 1 du papier, mais c'est constructif quand même de se dire, ok, qu'est-ce qui est critiquable? Et voilà, pas d'hypothèse claire. Il y a deux autres trucs qui sont très importants pour moi, c'est pas de tests causaux et pas de tests contrefactuels. Donc je vais détailler un peu ce que c'est les tests causaux et les tests contrefactuels. Donc en gros, ce qu'on veut, un peu comme standard aujourd'hui dans les méthodes d'interprétabilité, c'est une analyse qui soit causale et contrefactuelle. Donc contrefactuel, ça va être de tester un peu contre autre chose. Pas de prendre des calculs et de dire ils sont interprétables en soi, mais ils sont interprétables par rapport à des calculs qui sont random. Un exemple. Donc là, on a ce papier, Geometry of Feelings and Nonsense in Large Models, qui a gagné du coup d'ailleurs le prix du meilleur papier au workshop de ICML 2024. Et donc, leur résultat, c'est de dire, si vous prenez des classes de mots, donc les poissons, les mammifères et les oiseaux, vous les mettez dans votre espace vectoriel et vous regardez comment ils sont structurés, et bien c'est dingue, ils sont structurés de manière orthogonale les uns aux autres. Et donc ça, en plus avec d'autres résultats, c'était un peu l'idée de leur papier de dire on a une structure pardon, c'était pas lui, c'était on a une structure pour les catégories hiérarchiques. Donc tout ça c'est des animaux, et ben les sous-groupes ils ont une structure. Et si vous regardez des différents types de mammifères, ça va aussi avoir une sorte de structure. Donc ils étaient très contents et tout le monde était très content dans la communauté de leur papier. Et ben 2 mois après, il y a des gens qui ont fait ce papier, donc Geometry of Feeling and Nonsense, qui disent en fait ça marche pour n'importe quoi. Donc bon, là ça prend quand même un sacré coup. L'idée c'est quand même de dire, vous prenez des groupes de même classe, mais n'importe quoi, et ben vous allez toujours trouver qu'ils sont à peu près orthogonaux. Mais ça c'est juste parce qu'en fait, les vecteurs dans un espace de haute dimension, ils sont souvent orthogonaux par défaut. En fait, ce serait l'inverse qui serait très surprenant, ce serait qu'ils soient alignés. Bon, la compréhension des espaces en haute dimension, c'est toujours galère. Mais voilà, l'idée c'est que, en fait, les chercheurs n'ont même pas testé contre quelque chose qui était juste du bruit, quoi. Alors qu'on aurait pu voir que le bruit, ça fonctionnait. Donc voilà, on veut des tests qui soient contrefactuels. On veut aussi des tests qui soient causaux. C'est-à-dire que si je change quelque chose dans les états internes, la réponse est censée différer de la manière prévue. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? On a 2 techniques pour en gros à peu près faire ça, le causal scrubbing et le causal abstraction. Donc le causal scrubbing, ça marche à peu près comme ça. Vous prenez une tâche qui en gros en machine learning c'est toujours un dataset, vous allez évaluer votre modèle dessus. Vous allez regarder les calculs qu'il fait. Puis vous allez l'évaluer avec des perturbations. Donc vous allez à des moments introduire des bruits dans votre modèle pour voir ce qui se passe. Et normalement, les changements devraient être différents puisque vous avez modifié l'intérieur de votre mécanisme et vous devriez, grâce à ça, pouvoir savoir quelle partie de votre modèle était utile à quoi. Donc là, imaginons, on a un petit modèle, on donne un mot et on prédit un nom. On a 2 calculs qui sont faits en parallèle. Donc Chi, quand on l'envoie dans computation 1 et computation 2, ça donne Emma. Et He, ça donne John. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Maintenant, imaginons que au lieu d'avoir Chi les 2 fois, on perturbe le réseau et on met un He dans le premier et un Chi dans le deuxième. Et on obtient John. Et que quand on fait l'inverse, on obtient Emma. Et ben on se dit, le calcul 1, c'est le calcul qui est important. Et c'est grâce à ce calcul, et donc c'est ce partie du réseau de neurones qui va transformer les pronoms en noms, du bon genre. Ça, on va le faire à peu près, on va essayer de le faire at scale sur tout notre réseau de neurones pour trouver ce qu'on appelle des circuits. Donc des sortes de diagrammes comme ça, qui vont nous dire, étant donné nos inputs, il faut faire à peu près ces calculs-là schématiquement, et on obtient la solution. Et ce sera la façon dont le réseau de neurones le fait.
Donc là, la tâche un peu canonique pour ce genre de présentation, c'est le Indirect Object Identification, ou IOI. Donc l'idée, c'est de dire « When Mary and John went to the store, John gave a drink to… » La prédiction, c'est Mary. L'idée, c'est de dire « Bon, si vous avez Mary et John, et que John fait quelque chose, il va le faire avec Mary, pas avec John, ou pas avec quelqu'un d'autre arbitraire. C'est ça qui est le plus probable. » Et les réseaux de neurones, ils sont bons à faire ça. Donc là, GPT-2 small, il y arrive. Hein. C'est vraiment très facile comme tâche. Mais comment il fait? Eh ben, on va appliquer le framework précédent. On a nos noms, Mary, John, etc. Et on va pouvoir remplacer nos noms les uns par les autres dans les calculs intermédiaires et voir ce que ça change à la fin. Donc là, par exemple, on prend la phrase Mary and John, et à un des carrés, là, on va le remplacer par ce qui aurait été le calcul si on avait mis Alice and John. En faisant ça, on va changer la prédiction à la fin. Si jamais le calcul que j'ai changé, il donne qu'à la fin le réseau prédit Alice, eh ben, c'était que c'était important ce calcul-là. Si par contre ça ne change rien, c'est que le calcul n'était pas important. Et il va y avoir des calculs pas importants puisque le réseau de neurones, GPT-2, il ne fait pas que prédire Alice et John. Donc là, les auteurs du papier l'ont fait sur toutes les têtes d'attention, à toutes les couches, et vous voyez qu'il y a certaines têtes qui s'activent. Donc en rouge, c'est lorsque vous retirez le composant, ça aide le modèle, et en bleu, vous retirez le composant, ça hurt le modèle, ça lui fait du mal à la prédiction. Ce qui veut dire que les composants bleus, ils étaient utiles à prédire, et les composants rouges, ils étaient détrimentaux. Ils étaient en train d'aller contre cette prédiction-là. Et si vous faites ça ensuite, sur… Donc là, maintenant, vous avez identifié ce composant qui est clairement très utile, vu qu'il a une énorme norme, là. Et bien, vous pouvez regarder qu'est-ce qui active ce composant. Et rétrospectivement, qu'est-ce qui active. À la fin, on obtient ce graphe-là. Donc ça, c'est le premier circuit qui a été découvert dans GPT-2. Aujourd'hui, maintenant, on en connaît d'autres. Mais c'est peut-être le deuxième circuit. Mais bon, bref, c'est un des premiers papiers qui a présenté ça. Et donc, vous pouvez voir qu'on a plein de comportements très intéressants pour les têtes d'attention. Donc, ce papier s'est concentré que sur les têtes d'attention, pas les MLP. Donc, par exemple, on a des têtes d'attention qui dupliquent des tokens. Donc voilà, là, par exemple, cette tête d'attention, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle recopie John à un autre endroit. Okay. On a des têtes d'attention qui sont des name mover head. Donc, elles prennent les noms qu'elles ont vus avant et elles les amènent à la fin du réseau. Ok, c'est cool. Et on a aussi des têtes un peu plus compliquées. Les negative mover head, elles prennent les noms, mais elles les diminuent à la fin du réseau. C'est-à-dire, elles disent, il y avait Marie, bah moi je vais dire, il n'y a pas Marie en fait. Donc un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on trouve ça là? En fait, il y a des explications. Hein. Et on a des backup name mover head. Ça, c'est un type de tête qui est très spécial, qui ne s'active que si vous désactivez les name mover head. Donc c'est quelque chose de très peu intuitif, puisque normalement, les name mover head, dans un fonctionnement normal, elles sont toujours là. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de backup head? Eh ben, aujourd'hui, on ne sait pas trop encore complètement pourquoi est-ce qu'il y a des backup head. Mais bon voilà, c'est quelque chose qui va poser beaucoup de problèmes de manière très théorique, on en parlera plus tard, ce genre de tête. Mais donc voilà, on a trouvé un circuit en faisant ces choses causales les unes derrière les autres. Et cette idée de causalité, elle est vraiment importante parce que ça veut dire que si je décide de retirer cette tête ou de mettre son effet en négatif ou quelque chose comme ça, ça va influencer le réseau. Donc je n'ai pas quelque chose qui est que corrélationnel. Mais cette technique, elle a quand même quelques petits drawbacks, quelques petits problèmes. Alors déjà, elle est plutôt gourmande en calcul. Si vous voulez l'automatiser, donc il y a un papier qui essaie d'automatiser cette technique pour trouver des graphes. Donc là, vous avez GPT-2 small en entier. Bon, on voit rien, parce que juste il y a des nœuds partout, des liens partout, c'est un peu n'importe quoi. Et ils peuvent, en, je crois que c'est 10 heures, c'est long, retrouver le circuit dont on vient de parler. Bon, 10 heures, bon maintenant, vous mettez, là il y a 300 millions de paramètres. Si vous balancez ça sur GPT-4, vous finirez jamais. On a besoin de bonnes hypothèses aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin un peu parfois de savoir ce qu'on cherche pour trouver ce qu'on cherche. Et ça, c'est pas top parce que ça veut dire que
pour les cas compliqués, on va plutôt pas réussir à retrouver les circuits. Ouais, il y a les backup, le problème des backup heads. C'est-à-dire que là, les backup heads, il faut, si vous désactivez une tête et qu'il y a l'autre tête qui s'active, vous, ce que vous allez voir en termes de changement, c'est 0. Vous n'allez pas avoir de changement dans la prédiction. Donc vous allez vous dire, ok, bah, cette tête n'était pas importante. Et vous n'aurez pas vu forcément qu'il y avait une tête importante et une autre tête importante qui se compensent. Pareil, un peu compliqué. Et ça ne donne pas par défaut l'interprétation complète. Donc là, je vous ai dit, ah, les têtes, elles font ci, elles font ça. Mais en fait, juste faire du causal scrubbing, ça ne permet pas entièrement de retrouver les interprétations. Il faut continuer de travailler après. Ouais. Ah oui, un dernier truc, c'est qu'il y a ce que j'appelle du thresholding, c'est-à-dire l'idée, c'est que ça, c'est un graphe qui va recomposer, par exemple, 95% ou 80% des bons comportements sur votre tâche. Okay, donc votre tâche de IOI, vous allez lancer le modèle où il n'y a que ça d'activer et ça va vous donner 80% d'accuracy. Mais imaginons que vous vouliez plus. Là, vous allez devoir ajouter des nœuds. Et plus vous ajoutez des nœuds, bah, plus c'est le bordel et moins c'est interprétable. Et au contraire, plus vous voulez un graphe qui soit sparse, qui soit petit, peu de nœuds activés, bah, moins vous allez avoir une bonne reconstruction. Donc il y a tout un trade-off comme ça entre entre combien de pourcents on reconstruit et combien de pourcents du réseau on garde. Donc voilà, il y a des trade-offs aussi. La deuxième technique qui s'appelle causal abstraction, elle essaie de se prémunir d'autres problèmes qui sont d'être plus formels. Donc là, l'idée rapidement, c'est que vous avez GPT-2 toujours, et vous allez définir un modèle IOI. C'est-à-dire vous allez par exemple coder une fonction qui permettrait de résoudre ce problème avec des sortes d'étapes intermédiaires et des variables. Donc vous allez dire, ok, je regarde la phrase, je stocke le nom de Marie, je stocke le nom de John dans des variables x, y, et vous allez trouver un alignement. Donc l'idée, ça va être de dire, je veux trouver une façon de relier mes poids du réseau de neurones à mes variables abstraites, telles que les deux correspondent. Une fois que vous avez cette correspondance, vous pouvez ensuite faire vos échanges avec la causalité, exactement comme ils ont fait. Et vous ne voulez plus juste perturber GPT-2 et regarder l'output, mais vous voulez que lorsque vous perturbez GPT-2 et lorsque vous perturbez votre modèle, les perturbations soient les mêmes et que du coup les outputs soient les mêmes. Ça va vous donner une garantie beaucoup plus forte qui va vous dire votre modèle contient vraiment ce modèle. Donc IOI est vraiment de la façon dont vous l'avez codé dans GPT-2. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus fort parce que on a une sorte de formalité là-dedans bien plus grande que juste avant. On retire un edge, on retire un autre, on voit, bah, peut-être vous avez oublié d'en mettre, bon c'est pas grave, tant pis, on a 85% de loss. Là, c'est, vous avez une certaine pourcentage encore forcément, mais voilà, c'est vraiment cette contrainte qui va être bien meilleure. Pareil, il y a des problèmes, donc il faut avoir un modèle de cette tâche. Là, ok, IOI c'est facile, mais si je vous dis trouvez-moi le graphe dans GPT-4 qui permet de coder, on n'est pas prêt de le faire, quoi, parce qu'on n'aura juste jamais un modèle de code de comment coder, quoi. Enfin bref. Les computations les calculs sont encore plus élevés, mais au moins on a des garanties un peu plus formelles. Donc c'est sympa. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite, donc soit sur le Logit-Lens, soit sur toute la méthodologie de l'interprétabilité dont je viens de parler. Soit des questions de compréhension ou enfin ce que vous voulez. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est genre le but c'est vraiment que vous compreniez aussi. Donc si je parle et qu'il n'y a rien qui rentre et que c'est extrêmement obscur, dites-le moi et je peux plus prendre le temps ou je skipperai des trucs à la fin, c'est pas très grave. C'est bien?
Qui trouve que c'est bien, fait un petit pouce bleu comme ça là. Ouais, petit pouce bleu, on est bien. Hein. Ok, et il y a des questions? J'ai quand même une question par rapport à ces méthodes-là, du coup, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion avec ce genre de choses quand on va faire de la recherche par exemple là-dessus? Avec ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et qu'est-ce qu'on fait avec en fait? Donc, par exemple, de savoir qu'il y a un circuit qui calcule les noms, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un énorme indice de savoir qu'il y a ce genre de circuit. Parce que si vous avez un circuit qui calcule les tâches IOI, etc., bah, certainement il y a des circuits qui font d'autres choses. Il y a d'autres types de compréhension qui peuvent être leverage et qui sont intéressantes. Donc, le circuit IOI en soi, il n'est pas très intéressant, mais c'est une belle proof of concept qui a motivé, je pense, la moitié des gens d'interprétabilité en se disant « Ok, il y a quelque chose, c'est réel, on peut comprendre ce qui se passe dans les réseaux de neurones, c'est pas juste boîte noire, convolution, on pige rien. » Pour cet exemple-là, on ne va pas avoir grand-chose. Le prochain exemple, qui va être le dictionary learning, on va voir qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire parce que la technique est juste très puissante, elle s'applique très bien. Et on peut espérer avoir des garanties en safety qui sont meilleures. On peut espérer avoir, un peu comme le Logitland, c'est quelque chose qui va nous permettre de regarder qu'est-ce que pense le réseau à un moment. Mais je suis d'accord, toujours, c'est pas clair qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Ouais. Juste du coup, dans l'exemple juste avant, concrètement, comment on construit le IOI modèle, le sous-circuit qu'on cherche à identifier? Donc celui-ci Après, quand on teste à voir si le modèle contient un sous-circuit. Avec la causal abstraction? Ouais. Ok, donc comment ça marche? Donc comme j'ai dit, vous avez une sorte de modèle, ça c'est vraiment une sorte de code quoi. Vous avez GPT-2 et les auteurs ont fait plusieurs choses. Déjà, ils ont fait un papier proof of concept que si je prends un truc vraiment très très simple et un truc très très simple, ça va marcher. Ils ont ensuite dit on peut le faire de manière un peu meilleure, un peu meilleure. Le truc c'est que la recherche d'alignement, c'est-à-dire de trouver comment mapper tous les poids à tous les autres poids, c'est super compliqué. C'est des maths vraiment... enfin, le papier, il fait 60 pages, il ne fait pas plaisir à lire du tout. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je sais que leur but actuellement, c'est de réussir à appliquer ça à GPT-2. Donc, ils ne l'ont pas fait encore. C'est assez... on aimerait bien le faire parce que c'est la méthode qui, théoriquement, est formellement sympa. Mais les calculs, c'est juste trop gros. Et c'est ce que je disais un peu, on a besoin de bonnes hypothèses pour faire ce genre d'interprétation. Une des hypothèses, souvent, c'est le MLP, c'est un bloc, il fait des trucs, et on n'a pas besoin d'aller plus précisément dans ce bloc. Par exemple, si vous prenez ça, peut-être les calculs ils sont beaucoup plus simples. Ouais, le fait que là, on ait moins d'hypothèses de départ, qu'on raisonne plus, on va rien louper, on teste tout, très compliqué. Donc, ouais, aujourd'hui, ça marche pas très bien. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est toujours un peu vague, je comprends que c'est compliqué. Ouais. Du coup, désolé, peut-être on peut en discuter à la fin, mais ouais. J'ai mal compris, qu'est-ce que c'est un IOI modèle? C'est un graphe comme on avait avant? Ou on essaie de décrire mettons, une sorte de code qui ferait la même chose que... Exactement. On essaie de décrire un code qui ferait la même chose avec des variables. Et l'idée, c'est que, du coup, si je reprécise, vous allez donner plein de phrases du dataset IOI, donc Marie, John, blabla. Ouais. Vous regardez les calculs que fait GPT-2 et vous regardez les calculs que fait votre algorithme. Donc, vous stockez des variables intermédiaires et les variables intermédiaires de GPT. Et maintenant, vous dites, OK, je veux trouver une façon de mapper les deux, tel que le fonctionnement normal, il est mappé au fonctionnement normal, et le fonctionnement perturbé aussi. OK, mais du coup, le IOI modèle, il va changer, il va s'adapter au fur et à mesure? Enfin, non. Justement, c'est ça le problème, c'est que je crois que pour l'instant, ça, il faut le sortir du chapeau. Il faut sortir du chapeau le bon modèle direct et l'aligner. Donc très compliqué si jamais vous voulez faire une tâche que vous ne comprenez pas du tout. Oui, et c'est adapté à une tâche, on est d'accord, mais exactement. On va savoir prédire le nom de la personne qui nous accompagne. Ouais.
Donc typiquement, Faire sur tout GPT-2. Ah non, c'est de faire sur une phrase en particulier, mais pour GPT-2 ou... ouais, ce que je voulais dire, c'est... pardon, quand j'ai dit... Ouais, ils essaient de faire en ce moment sur GPT-2. Ouais. Ça veut dire quoi le faire Sur un modèle de la taille de GPT-2. C'est plus... Une seule tâche. Ouais, pour une seule tâche. Juste pour IOI. Donc la tâche qu'on connaît bien et on connaît le réseau, c'est, j'ai l'impression, déjà un peu compliqué en coût de calcul pour pouvoir le faire tourner juste. Ah, ok. Voilà. Ouais, dernière question. Est-ce que le but c'est d'extraire entre guillemets un réseau minimal qui ferait juste la tâche considérée? C'est ça, mais avec le modulo du trade-off, comme je disais. Parce que le minimal, c'est celui qui fait rien. Oui. Le but c'est de garder la même... de rien donner au trade-off et d'extraire quand même... Exactement, on veut le meilleur trade-off. Par exemple, pour 80% de reconstruction de comportement, combien de têtes on a besoin? Et il n'y a pas de bonne notion après. Les gens sont juste contents. Ah là, ce graphe, on est content. Et puis voilà. Et là, on a toute une range de graphes, plus compliqués, moins compliqués. On en prend un qu'on va pouvoir interpréter, et puis voilà. Est-ce qu'une approche de supprimer des têtes un peu au hasard et de regarder celles que quand on le supprime, ça n'a pas d'importance, et continuer ainsi, ça permet d'avancer ou pas? Ouais, c'est exactement ce que fait la méthode automatique ici. C'est, on retire une tête, on regarde le comportement, ça n'a pas changé, la tête n'était pas importante. On la garde coupée, on coupe une autre tête, etc., etc. On va voir que ça a des problèmes. C'est une méthode trop naïve quand on veut s'attaquer à des choses un peu complexes. Ok. 17h22. Oui, non, mais très bien, très bien. On fera une pause dans pas trop longtemps. Ok. Là, on va s'attaquer au gros morceau, je dirais. Les sparse auto-encodeurs, SAE ou le dictionary learning. Donc c'est la méthode aujourd'hui qui est la plus recherchée en interprétabilité par tous les labs quasiment dont je parlais au départ, par beaucoup de chercheurs, parce que pour beaucoup c'est considéré comme peut-être le Graal qui pourrait nous permettre de mieux comprendre les réseaux de neurones et qui est un peu une sorte de fusion de toutes les méthodes dont on avait imaginé. Donc ouais, je vais vous le présenter et ça va être plus simple. Et ça donne vous allez voir, c'est très sympa. Du coup, on va d'abord commencer par présenter ce que c'est un sparse auto-encodeur. Donc déjà, un auto-encodeur, si vous connaissez, c'est quelque chose de ce genre-là, une fonction un peu linéaire, peut-être qu'il y a un poids, et on veut, là par exemple dans cette tâche, reconstruire x à partir de f de x et minimiser la mean square error. Ok. Donc c'est quoi le W, le B optimal? Bon, quand on voit ça, c'est pas évident, mais en fait, c'est plutôt simple. B c'est 0 et W c'est l'identité ou c'est une PCA sur les composantes importantes de X. Bon, voilà, ça c'est classique, c'est des maths, on sait faire. Donc voilà, ça c'est en gros l'idée de l'auto-encodeur, c'est input, on compresse, on décompresse, output, et on veut que l'output et l'input soient les mêmes. On va s'intéresser à une variante de ça, qui est la variante avec un ReLU. La variante avec un ReLU, elle change tout, parce que d'un coup, on ne peut plus calculer du tout c'est quoi la solution explicite de ce problème. On sait on n'a que des suggestions empiriques. Empiriquement, on sait que ça va beaucoup dépendre de la distribution mu. Donc la distribution mu, si elle n'a pas de particularité, c'est une distribution un peu... elle n'a rien de très sympa. On va essayer de prendre W qui va être une identité ou une PCA, encore une fois. Par contre, si on prend une distribution mu qui génère des X qui sont sparses, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de zéros, ou même d'ailleurs plutôt qui sont orthogonaux les uns avec les autres avec grande probabilité, alors notre modèle, la solution ne sera plus de faire une PCA ou une identité. L'idée de la PCA, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai des directions, je peux me rappeler que de... j'ai des directions et je ne peux me rappeler que de n... Ah mince, ah oui, pardon. Et je ne peux me rappeler que de n features, de n composantes intéressantes. Donc je prends les composantes qui ont la plus grande importance. Et je prends les n composantes les plus importantes.
je m'en souviens par cœur, et les autres, je m'en souviens pas. Et bien, lorsqu'on a des X qui sont orthogonaux avec grande probabilité, et ben en fait, le réseau, il va se dire, je vais faire l'inverse, je vais apprendre toutes les composantes, mais avec du bruit entre elles. Donc, je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails, il y a un article très sympa de Anthropic qui parle de ça. Donc oui, toute cette partie dont je vais parler, c'est quasiment que des articles de Anthropic. Ils font des articles super et incroyables, enfin moi j'adore. Si vous voulez voir, c'est sur leur site dans la section interprétabilité. Et bon voilà, ce qui se passe, c'est comme j'ai dit, on va stocker toutes les features avec du bruit, donc beaucoup plus qu'une par dimension. Elles vont se mettre selon des structures géométriques, donc des tétraèdres, des triangles, des pentagones. Enfin genre, il y a toute une sorte de floraison mathématique intéressante qui se passe et de problèmes bizarres. Mais voilà, on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que nous, on ne s'intéresse pas au cas où n est plus petit que d. On s'intéresse au cas où n est plus grand que d. Non, ce serait juste l'identité, la solution. C'est pour ça qu'on va demander à ce que notre fonction f, elle soit sparse. On fait une pénalisation en norme-L1. Et là, la pénalisation en norme-L1, elle réintroduit le problème que c'est plus l'identité la solution. Et c'est avec ça le dictionary learning. Parce qu'on va apprendre un dictionnaire de features. Donc chaque feature, on peut décider de s'en rappeler. De toute façon, on a beaucoup plus de dimensions que ce qu'on a besoin pour tout se rappeler, donc on pourrait s'en rappeler. Mais il faut qu'elle soit assez importante pour qu'on s'en rappelle, parce que sinon, elle va venir nous pénaliser en loss. Donc le réseau, plutôt que d'apprendre toutes les features, toutes les dimensions de R, D, il va se rappeler de features plus caractéristiques, un peu plus précises et en moins grand nombre. Enfin, en plus grand nombre que D, mais pas toutes les directions possibles. Donc ça va faire comme une sorte de catalogue de features, et on va pouvoir voir quand est-ce qu'une feature est activée ou pas. Bon. Et avec cet auto-encodeur, on va juste venir le placer derrière un MLP pour pouvoir interpréter ce qui se passe. Donc là, le modèle, ça va être, on a un LLM, on fait embedding, couche d'attention, MLP, et derrière ce MLP, on va venir décomposer son espace latent. Donc on va faire un auto-encodeur de l'espace latent, donc il va juste essayer de prendre la distribution qui sort du MLP et la reconstruire le mieux possible. Et ça va nous dire quelles sont les features les plus importantes pour ce MLP. Donc là, si vous vous rappelez, c'est le moment où vous êtes en mode « mais qu'est-ce que c'est une feature de la slide numéro 2 ?» Mais ça va se préciser. Ouais. Ils prennent la sortie des MLP ou les poids du MLP? Ils prennent la sortie. Donc vous mettez votre dataset là, il passe à travers ça, il passe à travers ça, il arrive ici. Ici, vous stockez tout et vous entraînez. Et après, vous vous faites repasser là. Et maintenant, comme vous vous êtes entraîné, vous avez les directions les plus importantes et vous en avez plein. Et c'est ces directions-là qu'on va vouloir interpréter. Donc ça se base sur pas mal de recherches sur le fait que dans beaucoup de modèles à résidus, donc où on a des skip connections, les concepts sont souvent encodés sous forme linéaire, et donc là on veut les décoder. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va interpréter les features de SAE d'après vous? Donc en vision on faisait avec des images, etc. Là comment on va faire? Ah oui. C'est quoi la shape de features? Ah oui. Donc là on voit 512, je sais pas combien. C'est qu'en gros là ils ont un espace avec donc D c'est 512. Et là, ils regardent N, et N, ils le prennent entre 512 et quelque chose comme genre 100 fois 512. Là, du coup, c'est pas 100, mais c'est 64 fois 512. Donc en gros, ils prennent juste un gros multiple de la dimension D pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut apprendre beaucoup de features. Et avoir une sorte de granularité. Ça va être important un peu plus tard. Ok. Donc comment est-ce qu'on interprète une feature d'auto-encodeur? En fait, ça va être à peu près comme avant. On va juste regarder les mots sur lesquels elle s'active. Et en regardant les mots, on obtient qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc, on va préciser parce que, comme on a dit, maintenant on veut des techniques contrefactuelles et des techniques causales. Donc bon,
Là, exemple, une feature du texte arabe. Donc pourquoi le texte arabe? C'est très sympa le texte comme ça parce que quand vous utilisez ça sur votre ordinateur, ils ont des préfixes, les caractères arabes en Unicode pour générer le texte. Et donc si vous voulez générer du texte arabe, vous avez des préfixes comme XAE, /XAE qui vont être nécessaires. Et donc c'est très facile pour eux là de savoir qu'est-ce que c'est. Donc ils vont faire une analyse poussée sur ce genre de token. Donc ok, on a notre feature. Et on va regarder pour tous nos mots la feature activation. Donc entre 1 et 9. Et on va regarder les mots qui s'activent le plus. Est-ce que c'est des tokens arabes ou pas? Eh ben oui, à peu près. C'est des tokens arabes. Et moins on s'active fort, moins c'est probable qu'on ait des tokens arabes. Là, on en a un peu, mais on a aussi s'activé sur le mot copyright, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, plus on est activé fort, plus on correspond à un token arabe. Et en 0, on a une énorme quantité de tokens qui s'activent quasiment pas. On a une énorme quantité de tokens qui s'activent quasiment pas. Ok. Donc ça, c'est un peu le test contrefactuel. On teste contre les autres tokens qui veulent rien dire, et on dirait que ça a l'air de plutôt bien se corréler. Maintenant, le test causal. Donc le test causal, on prend du texte et on va faire des modifications de cette feature. Donc, comme on avait vu, le MLP il sort un vecteur. Le vecteur, on peut le faire passer dans notre auto-encodeur, et l'auto-encodeur il va dire quelles features sont activées grâce au ReLU. Et on peut regarder où est-ce qu'il y a notre activation, et on peut regarder notre activation de la feature arabe, et on peut se dire, ok, est-ce qu'on n'irait pas la désactiver? Donc on sait qu'il y a une direction qui correspond au texte arabe, on désactive cette direction, qu'est-ce qui se passe? En bleu, c'est que la probabilité que le texte soit arabe, le prochain mot soit arabe, a diminué, en rouge, elle a augmenté. Donc là, on peut voir, c'est des caractères arabes, tout a diminué. Sauf là, le point. En fait, si vous désactivez cette feature sur le point, comme le point n'est pas un mot spécifique à l'arabe, le réseau de neurones, il a plus de facilité à prédire le point. Parce que ça fait moins d'interaction. Il se dit moins, en fait, peut-être c'est un mot en arabe, vu que la phrase avant l'était. Bref. Donc ça, c'est super. Et qu'est-ce qui se passe quand une feature est pas très activée? Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'effet causal. Donc là, l'effet causal, en fait, il était que pour les features qui sont très activées. Si la feature n'est pas très activée, pas trop d'effet causal. Donc c'est un peu quelque chose auquel on s'attend. Donc là, normalement, on est content parce qu'on a une analyse contrefactuelle qui est raisonnable, une analyse causale qui est raisonnable, donc on a envie de se dire, les features, ça a l'air de, en effet, représenter bien ce qui se passe. Bon, après, c'est un exemple très cherry-picked, c'est-à-dire, là, c'est le texte arabe, ils ont fait toute une énorme analyse, ils ont d'autres sous-cas sur lesquels ils font des analyses, mais voilà, peut-être qu'il y en a pour lesquels ça marche moins, et on va regarder ça. Il y a deux autres questions où on peut se demander, là, est-ce que ça nous dit plus des choses à propos des données ou pas des données? En fait, ça ne dit pas que des choses à propos des données. Si on revient à ce graphique-là, ici on a nos données, on les envoie, on apprend et on ressort. Le fait que les interventions causales fonctionnent, ça veut bien dire que ce n'est pas quelque chose qui dépend des données. Parce que une fois qu'on a fait une intervention ici, on sort et on a une réponse. Les données, elles ont permis d'entraîner le MLP, tout ça. Donc ça ne va pas être juste une décomposition qui montre comment les données sont arrangées par le LLM. Ça va vraiment être une composition qui montre comment les données sont utilisées par le LLM. Et aussi, ils ont testé ça sur un réseau avec des poids complètement random, et ça ne marche pas. On ne peut pas interpréter les features. Donc on trouve des features, mais elles ne sont pas interprétables. Donc pareil, sanity check, ça marche. On est content, on peut passer après à la suite. Ouais. Désolé, je à nouveau sur la même chose que tout à l'heure. En fait, on a la taille de l'activation qui est en 512. On a quelque chose qui est beaucoup plus gros, ouais. Mais qui n'est pas lié à la taille de l'image d'entrée. Non. Juste quelque chose de plus gros. Juste quelque chose de plus gros.
Et donc on fait un auto-encodeur pour faire un espace qui est plus gros. Ouais, Et mais on lui demande d'être c'est sparse. nous de dire qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que Exactement. chaque élément de ces. Ok. Donc, vous avez votre taille, elle augmente, elle diminue. Vous l'entraînez à faire de reconstruire l'espace, ok? Ouais. Ensuite, la deuxième partie, en fait, vous vous en fichez à partir de maintenant. Ce qui vous intéresse, c'est la première partie qui va vous dire, je prends mon vecteur, je le multiplie par un autre vecteur, ça me donne un scalaire. Ce scalaire, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit? Et vous allez regarder les scalaires qui sont grands, sur quel mot ils se sont activés, et vous allez en déduire c'est quoi la feature, c'est quel est le sens de cette feature. Ça, c'est la technique. Du coup, l'idée, c'est de gagner en interprétabilité parce qu'on se dit que le modèle aura moins tendance à superposer les sens ou c'est... Intéressant, ça. On ne gagne pas en interprétabilité parce qu'on ne force pas le modèle à moins fusionner les sens. On cherche à défusionner les sens. On cherche à décorréler les sens. Donc l'idée, c'est, on va en parler avec les neurones, si vous interprétez l'espace directement, ça ne marche pas. C'est vraiment le bordel. Si vous regardez les directions canoniques, c'est juste ça ne marche pas. Par contre, si vous regardez des directions précises qui sont données par le SAE, beaucoup plus interprétables, ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a un changement de base qui est vraiment important pour l'interprétabilité. Mais on ne rend pas le réseau plus interprétable, on découvre la base importante plutôt. Ok. Donc voilà. On peut se demander, est-ce que les neurones, ça fonctionne? Parce que là, on a interprété des directions un peu bizarres, mais la base canonique, en fait. Notre MLP, il a des rélus, ça coupe. On pourrait se dire, bah, c'est pareil, quoi. C'est des features chacun. Donc on peut regarder le neurone qui s'active, les activations des neurones sur les mots en arabe. Ça ressemble à ça. Il n'y a rien qui sort du lot, en fait. Ils ont tous des petites activations, positives ou négatives, toutes des petites corrélations. Bon, on dirait qu'il n'y a pas de neurone spécialement qui correspond à la même feature qu'on a trouvée. Si on fait des analyses plus poussées, en regardant les feature activation et les neuron activation, on voit que les feature activation, donc voilà, on a une grande range, quoi, on a toute une palette, alors que en fait, pour les neurones, on s'active juste quasi jamais et ça change pas, quoi. On est plus activé, ça ne veut pas dire qu'on est plus un token arabe. Et là, pareil. On voit que selon l'axe des X, c'est réparti à peu près, enfin tous sont à peu près centrés comme une gaussienne, alors que par contre, selon l'axe des Y, là, on voit vraiment les mots normaux et les Arab Token Load Gits. Donc très différents. Et on peut même le comparer si on fait plusieurs runs de LLM. Donc on entraîne 2 LLM et on voit que dans chacun des LLM, il existe un neurone qui va correspondre au neurone qui regarde des features arabes. Donc là, le 3450 et là, le 1334. Et là, on voit quand même une meilleure corrélation et ici entre les deux features comparées à feature neurone. D'autres expériences qui ont été réalisées, on a juste demandé à des chercheurs, voilà, des neurones, des exemples d'activation, des features des exemples d'activation. Rate-moi à quel point c'est bien, à quel point ça fait du sens. Donc, 3 critères, la confiance dans l'interprétation que la personne donne, la consistance de cette interprétation, et à quel point est-ce qu'elle est spécifique à cette feature. Donc des interprétations comme bah, c'est des mots en gras, bon ok, c'est pas une super feature, peut-être, ou je sais pas, c'est des mots en anglais, bon, la moitié du texte sur internet c'est en anglais, ça sert un peu à rien comme interprétation. Et ben, on peut voir que là, le score des features est beaucoup plus grand que le score des neurones. Et on peut même demander ça à Claude, à des modèles de langage, et ils font l'interprétation à votre place. Et il y a aussi des trucs qui sont cohérents. Ça, c'est un truc qu'ils aiment bien faire en interprétabilité, les gens, c'est être un peu feignant quand il commence à y avoir trop de features et juste demander au modèle de langage de le faire. Et ça marche plutôt bien. La plupart des... Du coup, si vous allez sur le site de ce papier, Toward Monosemanticity, donc c'est sur le site d'Anthropic, vous verrez qu'ils ont interprété toutes les features du modèle, alors toutes, en utilisant Claude. Donc vous pouvez aller et surfer dans le modèle, regarder s'il y a les features que vous trouvez intéressantes ou pas. Ça c'est super. Ok.
Et à quoi elles ressemblent ces features? Parce que là, il y a arabe, il y a quoi d'autre? Donc il y a des context features. Donc 3 grandes familles, les context features, donc c'est des mots dans des contextes. Donc par exemple, the, dans différents contextes. Donc the en poésie, the en maths, the en anglais. Bon, non, en anglais, toujours le cas en anglais. Bref, dans différents contextes. Donc un peu surprenant qu'on ait ce genre de feature, parce qu'on pourrait se dire, il y a plein de mots, on pourrait le trouver dans plein de domaines différents. Mais bon, voilà, c'est une famille de features qui apparaît beaucoup. Les trigrammes, c'est-à-dire si vous avez Covid-19, c'est peut-être Covid-19. Et donc la feature 19 s'active quand il y a co et vid qui étaient déjà présents. Et les input action features, donc là on a parlé pas mal de features qui s'activent sur des inputs précis, donc sur le texte arabe. Vous avez aussi des features qui s'activent pour des inputs précis, pour des outputs précis. Donc des features qui ne sont pas là pour reconnaître le texte, mais pour provoquer le texte, pour dire « Ok, je veux que le prochain mot, ce soit du texte arabe ». Il y a un phénomène qui s'appelle le feature splitting aussi, qui est très intéressant. C'est-à-dire que quand vous augmentez cette taille de modèle, de SAE, vous allez avoir vos features qui vont se split en plusieurs. Donc un bon exemple, c'est ça. Si vous avez 512 vecteurs seulement, bon, bah, y a une feature qui s'active sur la terminologie mathématique. Si vous prenez plus de place, on se précise, il y a les quantificateurs en LaTeX, la prose en algèbre, the en physique uniquement, enfin c'est quand même assez précis. Et puis là, on peut encore aller plus loin, on a every and each, et là on a d'autres quantity related words. Enfin bon voilà, on peut à chaque fois préciser et trouver des features de plus en plus fines. Là pareil, c'est un exemple avec le mot P. Donc on avait une feature qui est les mots qui commencent par P, et plus on prend des grandes tailles, plus en fait ça se ramifie, plus on a vraiment des grandes spécificités. Donc ça va s'appeler l'absorption, et on va en parler un peu plus tard. C'est un des problèmes en fait des auto-encodeurs. Ouais. Je suis vraiment étonné que juste on veut faire aller vers quelque chose de plus grand et il va faire sortir des choses intéressantes. Mais l'idée de pourquoi ça marche, pourquoi par exemple il ne va pas juste utiliser que les premiers pour se regrouper lui-même? Comme vous avez dit, l'identité ça ne marche pas comme matrice, mais on pourrait imaginer qu'il va quand même vers quelque chose qui ressemble un peu à l'identité. En fait, ça c'est des résultats qui viennent beaucoup du papier Toy Model of Superposition, qui en gros disent que lorsque vous avez des concepts qui sont des distributions qui sont très sparses, vous n'allez pas du tout vouloir vous rappeler de tout en même temps, vous allez vouloir vous rappeler de chacune des choses de manière un peu orthogonale. Donc l'idée c'est de se dire, les mots en P, les mots en P, ça arrive jamais, la feature mot en P, elle arrive jamais en même temps que la feature mot en M. C'est logique. Du coup, vous allez vous rappeler de ces deux features. Mais si vous avez plus de place, en fait, vous pouvez aussi vous rappeler de la feature mot en qui commence par ouais, je sais même pas ce que c'est juste trop bizarre. Mais voilà, des acronymes en P, ou protéines en P, ou tous les autres mots en P. Et en fait, c'est difficile à expliquer pourquoi, mais empiriquement, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire plus vous avez de place, plus vous allez mettre des ramifications plutôt que de regrouper en un. Parce que justement, vous pouvez le faire et que c'est une stratégie qui a l'air d'être optimale d'un point de vue théorique. Et voilà. Mais il faut aller voir le papier Toy Model of Superposition, il est incroyable. Ouais. Et avec ça, est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer des structures que tu n'arrives pas à interpréter après? C'est-à-dire que lui va organiser quelque chose parce qu'il y a plus de place, mais qui ne fait pas de sens? Exactement. J'en parle juste après avec les méta-SAE, donc je vais répondre à ta question plus tard. Avant, on va encore parler de trucs stylés. Donc là, les chercheurs ont aussi trouvé qu'il y avait des sortes d'automates finis dans les modèles de langage, c'est-à-dire que les features vont s'auto-entretenir ou créer des sortes d'algorithmes. Donc là, par exemple, c'est logique, si vous êtes de l'ADN, une feature d'ADN, donc ACGT, les trucs comme ça,
si vous commencez avec A, A, G, T, vous allez vouloir continuer avec d'autres lettres en majuscule entre A, C, G et T. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui s'auto-entretient, une sorte de mécanisme. La feature s'active elle-même dans le futur, etc., etc. Pareil pour le français ou le SQL. Vous avez des trucs un peu plus compliqués avec genre, là, le chinois, où comme vous avez beaucoup de features de chinois, vous avez cette feature de chinois qui s'active elle-même, mais aussi l'autre, et celle-là qui active la précédente. Et pour le code, vous avez même des grosses structures, quoi. Vous avez une feature pour... je ne sais même pas faire du HTML, donc je ne sais même pas c'est quoi, mais bref, vous avez les divisions qui partent là, et qui font plein de trucs. Donc voilà. Assez marrant de pouvoir se dire que peut-être on peut comprendre ce genre de circuit rien qu'avec des features. Il y a une question aussi intéressante, c'est est-ce que les features elles sont exhaustives? Donc un peu comme on disait, est-ce que si j'ai assez de place, j'obtiens tous les éléments de la table périodique? On dirait que oui, plus on a de place, plus on en obtient, mais pas trop non plus. En fait, il y a des éléments qui sont tellement improbables que le modèle va jamais vouloir l'apprendre. Et ils ont trouvé une loi empirique qui est que la proportion de concepts avec une feature, donc la proportion d'éléments du tableau périodique avec une feature, ça va dépendre de la fréquence de chacun des éléments fois le nombre de features qui sont activées. Donc, le nombre de places qu'il y a de disponibles, la fréquence, ça va donner la proportion du dataset qui va être activé. Donc en gros, l'idée c'est de dire on ne peut jamais atteindre 100% parce qu'il faudrait énormément de features ou alors une fréquence énorme, quoi. Pour la sécurité, enfin, parce que à la base, notamment Anthropic, c'est ça qui les intéresse, c'est de dire on veut de la sécurité, on va avoir des features qui vont représenter le code unsafe. Quand vous la mettez, Claude va introduire des vulnérabilités dans votre code. Ou par exemple une gender bias awareness. Donc si vous la mettez, Claude devient super aware des problèmes de gender bias. Donc là par exemple, vous connaissez peut-être, mais donc I ask the nurse a question and il faut répondre. Et l'idée c'est souvent de dire nurse c'est connoté féminin, donc vous allez répondre par she ou donc par elle. Et là, si vous demandez à Claude normal, il vous dit, il alterne entre he et she. Et si vous demandez à Claude super gender bias awareness, il vous dit, il vous explique carrément le problème que vous êtes en train de lui poser. Il y a aussi ça pour de la sycophancy. Donc la sycophancy, c'est dire vous êtes trop bien, c'est trop bien ce que vous faites, blablabla, on n'en a rien à faire du vrai contenu. Il y a ça pour la discreteness. Donc par exemple, vous dites mince, j'ai fait une erreur dans le code. Et vous le laissez compléter, et il dit « Je ne dois surtout pas dire à mes superviseurs que j'ai laissé une erreur dans le code, sinon ils vont me punir. » Donc voilà. Ouais. Juste pour comprendre, quand vous dites là on va imposer une feature, c'est juste qu'on mettait de l'autre sens de l'auto-encodeur. Exactement. Donc en gros, pour tout le monde, ce qu'on faisait c'était, on prenait le produit scalaire avec un vecteur, on voit s'il s'active. Maintenant, pour avoir une activation, on rajoute ce vecteur directement dans l'embedding space, à l'endroit de l'auto-encodeur. Ok, et on a quoi? Scam email, bon voilà, c'est marrant. Vous le mettez, il vous fait des super scams d'email. Voilà. Ok, je vais essayer de finir ça vite, comme ça après on peut faire une pause avant la fin. Donc ça, à la fin, ils disent quand même que pour la sécurité, c'est très récent, c'est très nouveau la recherche. Il ne faut pas croire que ça, c'est bon, on a compris les LLM, tout va bien, c'est bon, plus de soucis. Notamment parce qu'il y a deux autres problèmes. Le phénomène d'absorption, comme on disait tout à l'heure, c'est lorsqu'on a du feature splitting sympa, c'est start with L, ça va être commence avec un L majuscule, commence avec un L minuscule. Ça par exemple c'est sympa comme feature splitting parce qu'on comprend pourquoi il a coupé comme ça. Mais parfois ce qu'on peut avoir c'est de la feature absorption, c'est-à-dire commence avec un L devient commence avec un L, et d'autres features comme laser, comme lion, qui commencent aussi avec un L. Et la première, et la feature ici, elle va omettre laser et lion. C'est-à-dire que vous prenez une feature qui a du sens en elle-même, commence avec un L et vous la coupez en lion, laser, et commence avec un L sauf lion et laser. Ça, typiquement, on ne veut pas du tout. Parce que
c'est moins interprétable. Pour nous, c'est plus bizarre dans notre tête de réfléchir comme ça. Et ça, c'est un des problèmes des auto-encodeurs actuellement. Quand vous dites ce split comme ça, c'est juste qu'on a fait on a plus de features possibles. Exactement. On essaie de relier qu'est-ce qui s'était passé entre quand on avait Ouais. une feature et quand on a 10 000 features, et c'est juste Exactement. on va chercher le lien par des méthodes entre la feature mettons 24 Ouais. là Et la méthode, c'est la cosimilarité, c'est-à-dire on regarde à quel point est-ce que les vecteurs sont collinaires, et on voit que ils sont pas mal collinaires, donc ça doit être, tu vois, ces deux-là, c'était les mêmes, et ceux-là, ils sont pas du tout collinaires, c'est-à-dire il y a une partie de celui-là qui allait se détacher, quoi, en un sens. Ou plutôt, tu avais un vecteur, et il s'est scindé en trois, il y en a un qui est resté proche, et les deux autres qui se sont éloignés. C'est un peu ça l'idée. Ok. Deuxième question, et après, je pense qu'il y aura la pause. Donc, les méta-SAE. Pareil, il y a une question, c'est quelles features sont atomiques en fait? Parce que nous, on veut comprendre. Là, si je vous demande c'est quoi les features de cet ensemble, vous allez me dire c'est rouge, vert, bleu et rond, triangle, carré. Et pas rond rouge, rond bleu, rond vert, triangle bleu et vert, des choses comme ça. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut parce que ça démultiplie vraiment le nombre de features. On veut le plus petit set de features qui soit en même temps compréhensible. Pareil. Donc les chercheurs, ils utilisent des méta-SAE, donc des SAE entraînés sur des SAE, entraînés sur l'espace intermédiaire latent, afin de montrer que il y a des features qui sont plus atomiques qu'on peut imaginer, en faisant des sortes de récursions de j'entraîne un auto-encodeur sur un auto-encodeur sur un auto-encodeur. Donc voilà, un peu bizarre, mais très bien. S'il y a des questions, on va peut-être faire une pause de 5 minutes pour aérer un peu et que ce soit aussi plus sympa pour vous. Là, ça doit prendre pas mal mentalement. Et après, il restera une demi-heure encore de cours. Ouais. Est-ce que les SAE, c'est assez déterministe? Est-ce que genre si on relance plusieurs fois l'entraînement du SAE, est-ce qu'on retrouve des features assez similaires ou au contraire, c'est un peu tout le temps des choses différentes et on cherry-pick un peu les bonnes features à chaque fois? C'est souvent des choses similaires. Donc, comme il prenait l'exemple, il y a une sorte d'universalité entre les modèles et aussi entre les SAE, c'est-à-dire vous allez toujours retrouver la feature arabe. Vous allez toujours retrouver des features sur le français, sur des lettres, des commencements de lettres, des choses comme ça. Ouais, c'est pas mal déterministe en un sens. Ok. Bon, on peut faire une pause de 5 minutes du coup, et puis revenez là à 58. Ouais. Je me demandais, par rapport au... J'ai oublié le nom du concept, mais le truc avant les SAE... Causal abstraction. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça me paraît un peu impossible par définition comme tâche. Ouais. Parce que ce qu'on demande, du coup, comme prérequis même pour tester le truc, c'est de faire en code explicite quelque chose qui est à peu près 80% Ouais. aussi bon que l'LM qu'on construit parce qu'on ne sait pas le faire explicitement, quoi. Et exactement, c'est ça qui est un peu difficile. J'imagine que les gens, ils doivent procéder par étapes, c'est-à-dire montrer que leur méthode, elle permet de bien marcher, et ensuite peut-être trouver les techniques qui vont permettre de trouver ce code automatiquement. Donc on pourrait imaginer des méthodes un peu plus itératives où Donc par exemple, moi l'idée que j'ai, c'est de me dire, on fait du causal scrubbing, on a une structure, cette structure on la transforme en code et on fait une causal abstraction derrière. Et là on a une sorte de garantie un peu meilleure sur le truc. Ça pourrait marcher. Ou peut-être des techniques qui vont trouver le modèle d'une autre façon. Enfin bon, ouais. Parce qu'en fait, pour moi, cette idée, c'est vraiment un truc de fou, dans le sens où soit ça marchera jamais, soit si ça marche, autant ne pas l'utiliser pour de l'explicatif, de l'interprétabilité, et juste en fait, on entraîne un LLM, on extrait le code explicite, quoi, qui marche, on espère assez bien pour le truc. Et dans ce cas-là, ce code explicite, c'est déjà... Ouais. Et dans ce cas-là, on n'a même plus besoin des LLM après, quoi. Je suis d'accord.
Je ne sais pas si les gens le voient comme ça exactement. Je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait se dire on veut les LLM quand même, parce que quand je te donne une phrase, tu ne sais pas quelle portion du circuit tu vas utiliser. Peut-être que tu vas transformer un modèle de 500 milliards en 600 terabytes de code que tu auras fait à chaque sous-cas. Tu ne peux pas énumérer tous les sous-cas, donc possiblement tu veux énumérer que les sous-cas qui sont relatifs à la sécurité pour les tester. Je pense qu'il y a des raisons même si ça marchait, de ne pas vouloir le faire, mais je suis d'accord que ça paraît un peu irréalisable. Moi aussi je suis en mode, je le présente parce que c'est bien, ça donne le framework théorique de comment on voudrait faire parfaitement, mais en vrai c'est pas très réalisable. Ok. Et personne l'utilise. Dans la pratique, tout le monde fait du causal scrubbing ou des SAE ou alors d'autres techniques d'interp. Ok. Ouais, parce que dans ma tête c'est comme si on pouvait que le problème se réduisait à un truc. Ouais, un truc beaucoup plus simple. Ouais, je suis d'accord. Il faut que les mecs ils aient une technique pour te créer le graph modèle, parce que sinon tu vas juste jamais le trouver toi-même en fait. C'est impossible. C'est intéressant. Une petite question Ouais. là sur concrètement qu'est-ce qu'ils en font de l'auto-encodeur en termes de calcul après pour en tirer toutes les conclusions? C'est qu'ils refont ils font une couche, ils mettent dans le décodeur du transformer ensuite. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font ensuite Qu'est-ce qu'ils en font du décodeur pour trouver les features? Oui, pour trouver les features. En runtime, tu prends l'encodeur de ton auto-encodeur, tu regardes après le réélu, qu'est-ce qui s'est activé, et tu regardes ça. Mais du coup, c'est une sorte de composant qui est annexe, quoi. Si tu veux le mettre, tu le mets. Si tu veux pas le mettre, tu le mets pas, quoi. D'ailleurs, en pratique, donc on regarde juste comment est-ce qu'on a encodé le truc, mais on ne fait pas passer par le décodeur du transformer. on reconstruit pas le truc. Juste, l'idée, c'est on encode, on regarde après le réélu, les activations. Et ça nous dit quel concept était activé à ce moment-là, mais on se fiche un peu de reconstruire le truc. Parce que de toute façon, on a le vecteur parfait, donc on n'a pas besoin de... Et donc ce qu'ils ont fait pour trouver les features, c'est qu'ils ont donné une liste d'exemples immense de mots, comment ça a été encodé dans l'espace de 38 dimensions. Ils ont demandé à un LLM de leur dire de faire des liens entre ça. Ah pardon, pour entraîner le SAE ou pour interpréter? Les features, c'est ça Tu prends le dataset, tu regardes toutes les features qui s'activent sur chacun des mots et tu dis à Claude... J'ai souligné les mots où ça s'est activé, voici 1000 phrases, dis-moi à peu près à quoi ça correspond. Et ils font ça. Et quand vous dites activer, on est d'accord que c'est avoir une valeur haute dans l'espace de dimension augmentée. Exactement. Dans l'espace de dimension augmentée, est-ce que selon la direction, tu as 3 ou plus, et tu sais, c'est comme ce qu'ils faisaient, ils mettent la couleur en plus ou moins foncé, ils doivent donner à Claude le mot, l'activation, mot activation, et ils disent c'est quoi la régression linéaire qu'il faut faire, et Claude il dit voilà, ça c'est la feature start with L. Mais en vrai, ça se trouve c'est 80% start with L et 20% du truc random, tu vois. En fait, c'est vraiment difficile de savoir, c'est toujours à la main l'interprétabilité. C'est un peu le problème d'ailleurs. Du coup, pour moi, ça pose une question intéressante, très philosophique, quoi. Mais est-ce que vous pensez de l'idée d'utiliser des IA pour interpréter des IA? Parce qu'on peut se dire que c'est compliqué, ouais. Tout le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand elles seront assez intelligentes pour nous cacher qu'elles sont bêtes. Exactement. Soit pour nous cacher qu'elles sont bêtes, soit qu'elles vont nous dire cette feature c'est non, tu comprendras pas. Ou c'est genre ça c'est les dénominateurs communs entre les PGCD des nombres tel et là t'es en mode mais what the fuck, genre lâche cette feature, ça ne veut rien dire, tu vois. Ou par exemple imagine tu fais des preuves de maths, une IA qui fait des preuves de maths et elle te dit ça c'est la feature qui s'active quand le début de la preuve il ressemble à ça, ou enfin genre comment elle va nous le dire, tu vois. Genre il y a même une question de on va pas comprendre ce qu'elles nous disent les IA quand elles vont nous dire c'est cette feature. Et je voulais parler plus en termes de sécurité. Ah, de sécurité, oui aussi. Après l'idée c'est il faut se dire par exemple que aujourd'hui peut-être GPT-4 il est sécure et il pourrait nous permettre d'identifier toutes les IA futures, tu vois. C'est une hypothèse assez lourde. C'est une hypothèse lourde.
En vrai, moi je trouve que GPT-4 c'est secured, c'est un peu ok comme phrase. Genre, Ouais, je trouve ça ok. Si tu dis GPT-5, GPT-6, je sais pas, mais si on essaye d'être un peu, enfin, comment dire, safety mindset. un peu rigoureux dans le sens où, Ouais. enfin, en fait, on fait de la recherche en sécurité de l'IA parce qu'on se dit que potentiellement, c'est pas Ça va mal se passer, ouais. Attends une seconde. Charbel, Charbel, tu veux bien ramener les gens ou je peux le faire, c'est juste là on discutait donc. Je veux juste passer une toilette. Ok, bah non, bah fonce du coup, parce que Ça me paraît c'est de reprendre. une hypothèse qui déconstruit un peu. Moi je suis d'accord, c'est une hypothèse, si on l'a fait, tout se casse, c'est un peu. Mais il y a des gens qui essaient de raisonner comme ça aussi, hein, de raisonner en mode pure safety mindset, mais c'est moins. C'est plus dur. Ouais, du coup, on a beaucoup moins d'outils pour. Exactement. Allez, on va reprendre. Oh. Bon, il reste une demi-heure. Hein. C'est bien, il y a du monde. Il y a du monde, les gens sont contents. Certaines personnes sont contentes, d'autres non, mais c'est pas grave, c'est normal. Hein. C'est la vie. N'oublie pas de bien prendre ton temps au début sur la technique fondamentale avant de présenter les résultats. Ouais, c'est Je vrai. dirais que c'est mon commentaire principal. En ce moment. Ok. Genre, je suis allé un peu vite sur les SAE, quoi. C'est difficile, je suis d'accord. En fait, ouais, peut-être je devrais alléger les trucs de la fin où on s'en branle et genre mettre les. Ouais, t'as raison. Mais bon, franchement, tu te démerdes. Et c'est aussi parce que parfois la technique on s'en fout un peu précisément, tu vois. Donc, je suis d'accord que juste les résultats fun il faut les retirer et il faut mettre la technique à la place des résultats fun. Et les résultats importants il faut les garder. Voilà. Genre le feature splitting ou les trucs on s'en branle un peu, je suis d'accord. Ouais, c'est intéressant. Oui, il y a trop de trucs intéressants, c'est ça le problème du papier aussi. Hein. Mais je suis d'accord que j'ai fait un meilleur travail sur Logitlands que là sur les SAE. Je vais faire une petite annonce sur le hackathon. Ok. Le 16-17 novembre. Ok, alors on prend avec une petite annonce avant que j'oublie. N'oubliez pas que du coup vous pouvez valider ce séminaire Turing. Il y a plusieurs modes de validation, disons, mais que. Alors, tout de suite, le grand silence, validation, c'est bien. Bref. Donc, le principal mode de valorisation du séminaire Turing, c'est du coup un projet qui se fera. Donc, soit vous le faites à la maison, mais on vous encourage de venir pour le faire en hackathon, en format hackathon dans une salle à l'ENSUM. Donc ce sera le 16-17 novembre. Et grosso modo, comment ça fonctionne un hackathon? On vous donnera une liste de potentiels projets. Et donc la liste sera longue, il faudra choisir. Vous aurez l'embarras du choix. Il y aura des projets qui seront parfois techniques, parfois plus conceptuels, parfois plus literature review, parfois plus gouvernance de l'IA, parfois plus, mettons, interprétabilité ou d'autres choses. Et donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de propositions. Et ensuite, il faudra faire une rédaction. Donc grosso modo, il y a déjà, vous pouvez trouver des exemples de ce qui a été fait l'année dernière. Je vous donnerai plus de ressources par la suite. Toutes les infos seront récapitulées dans un mail. Mais disons que l'idée générale, c'est que c'est sympa parce que vous pouvez travailler à 2, à 3, ou tout seul si vous préférez, mais je vous encourage le binôme. Et ensuite, vous pouvez travailler avec la supervision de moi ou d'autres encadrants du séminaire Turing, et ça vous permet de travailler comme ça, basta, vous avez validé le séminaire Turing, on note relativement gentiment, et voilà, c'est une semaine, c'est le week-end, et ensuite vous pouvez passer aux autres cours du MVA, et on fait ce hackathon avant vos autres validations, comme ça vous permet de passer à autre chose. Et on sait que vous êtes très chargé en fin de semestre, c'est pour ça que vous donnez l'occasion de valider un cours rapidement, c'est cool. Donc, je suis un ancien élève du MVA et je sais que ça va se corser en fin de semestre, bon courage. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on vous donne cette possibilité de valider un cours rapidement à la mi-novembre. Voilà.
Et oui, donc l'idée c'est que si vous n'êtes pas disponible le 16-17 novembre, vous pouvez le valider à la maison en format projet. Voilà. Mais disons que de manière empirique, les notes sont meilleures si vous venez, parce que on peut discuter, on peut raffiner ensemble. L'idée c'est pas de vous faire une évaluation contrôle surprise, c'est plus de faire un travail de qualité. Vous avez le droit d'utiliser chatbot pour vous aider. Vraiment le but du jeu c'est de faire le travail le plus qualitatif possible en un temps qui est raisonnable. Donc voilà, le temps raisonnable c'est format hackathon samedi, dimanche. Et voilà, grosso modo c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez des questions? En plus de ça, donc n'oubliez pas, donc sur le guide du séminaire Turing, il y a des feedback forms qui sont... Ce serait bien, donc si vous voulez valider le séminaire Turing, il faut répondre aux questions du feedback form, c'est très rapide, ça prend 5 minutes par feedback form par cours. J'ai pas encore j'ai pas encore mis sur le guide du séminaire Turing le feedback form de la séance 3 et 4, mais ça va venir. Ça vous permet aussi de... c'est aussi pour vous le feedback form, c'est pour nous, c'est pour pouvoir améliorer ensuite les séances pour la prochaine année. Mais c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions. Et on sait que c'est pas toujours facile de poser des questions en salle de cours, il y a plein de gens, etc. On peut être timide, c'est ok, mais vous avez la chance de pouvoir le faire sur le feedback form. Et ensuite, comme ça, on peut travailler ensemble. Ok. Et n'hésitez pas à venir vers moi ensuite si vous avez des questions sur la validation. Mais peut-être comme ça, juste au feeling, qui est intéressé pour venir le 16-17 novembre, à main levée, comme ça? Ok, alors on va faire l'inverse, du coup. Bien, hein. Qui n'est pas intéressé? Peut-être compliqué. C'est compliqué, peut-être. C'est compliqué, ouais. Non, vraiment, sentez-vous libre. Enfin, ok. Mais oui, quasiment tout le monde. Donc c'est vraiment intéressant. Non, c'est utile pour moi parce que ça veut dire que je vais devoir réserver une autre salle, parce que sinon... Ouais, ce sera pour pas se marcher dessus, ouais. Donc voilà, c'était vraiment informatif pour moi ce sondage, merci beaucoup. Et oui, je vais laisser Léo continuer. Oui, très bien. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en fin de cours. Merci beaucoup. Voilà. Donc il reste 20 minutes, normalement ça devra à peu près durer ce temps. On a fini la partie un peu technique là, on va repartir dans plus des problèmes un peu conceptuels. On va se demander. Donc déjà, est-ce qu'on est satisfait par cette technique? Oui, déjà on est un peu satisfait. C'est peut-être une des techniques qui a le plus de green flag en interprétabilité. Mais il reste des challenges un peu majeurs qui ont été soulevés, même des problèmes qui sont plutôt intrinsèques à l'interprétabilité. D'abord, il y a des problèmes juste de logique en fait. Donc, pour ce qui est des causes, des conséquences, il y a un papier qui a été récemment écrit pour l'interprétabilité mécanistique et qui dit il faut faire très attention à ce qu'on fait avec nos modèles causaux, nos interventions causales, parce qu'on n'a pas de transitivité. Donc A implique B et B implique C n'implique pas que A implique C. Donc là, vous pouvez le voir, il y a un promeneur dans la montagne, il voit un rocher qui lui roule dessus, qui va vers lui, il voit le rocher, il esquive, donc il est en vie. Donc A implique B et B implique C, mais A n'implique pas C. Ce serait le promeneur voit le rocher qui lui tombe dessus, il esquive. Enfin, il est en vie. Donc, c'est pas logiquement causal, quoi. Donc il y a des en logique très fondamentale en fait, il y a des règles pour lesquelles on peut dire si A implique B et B implique C, alors A implique C. Mais en interprétabilité, c'est pas le cas, et donc il faut faire très attention. Il y a déjà des problèmes qui ont été soulevés avec ça. Il y a aussi, donc comme je disais tout au début, je pense, des problèmes lorsqu'on a, par exemple, les backup heads. Donc lorsqu'on a une overdétermination, une surdétermination, donc si Y est causé par A1 ou A2, et que vous éteignez A1 ou que vous éteignez A2, et bien Y va toujours être activé. Donc vous n'allez pas voir que Y est activé par A1 et A2, parce que vous n'en éteignez qu'un. Donc il faut tester plus que 1 à la fois. Et donc là, d'un coup, il y a beaucoup d'hypothèses qui arrivent. Est-ce qu'on doit tout tester, toutes les configurations éteintes, activées ou pas du réseau de neurones? C'est quand même exponentiel en le nombre de composants, c'est vraiment pas souhaitable. Donc voilà, pareil, ça veut dire qu'il faut des bonnes hypothèses pour faire de l'interprétabilité. Il faut savoir à l'avance qu'on va rejeter des choses comme ça parfois, même si du coup on ne va pas les trouver.
Donc ça, c'est que la méthode n'est pas complète. Mais les résultats de l'interprétabilité sont parfois pas robustes. Donc j'ai pas d'exemple avec les SAE, ça aurait été intéressant, mais il n'y a pas encore assez de papier là-dessus. Il y a des exemples avec, par exemple, les saliency maps. Donc les saliency maps, c'est vous prenez une image et vous demandez au réseau qu'est-ce que tu es en train de regarder sur cette image. Il y a une méthode pour faire ça, vous cumulez les gradients, etc. Bon. Et donc, il y a un papier qui dit, ok, vous avez un classifieur, il classifie, voilà, ça fait du paddle. Vous mettez une patch attaque, hop, en fait, c'est une robe de mariée ou une mariée. Et quand vous regardez le GradCam, en fait, il regarde le patch. Bon, logique. Mais en fait, vous pouvez créer des patchs où il va regarder un peu partout. Donc, si vous pensiez que la technique vous disait en effet où est-ce que le réseau de neurones regarde, c'est pas vrai. Vous pouvez créer des attaques qui font que le réseau de neurones ne regarde juste pas au bon endroit. D'ailleurs, vous pouvez même entraîner votre réseau de neurones pour qu'il regarde toujours à l'endroit où il doit regarder, mais qu'il fasse les mauvaises prédictions. Donc, il n'y a même pas de patch. Donc, je pourrais théoriquement vous faire un réseau de neurones, il y a un chat, un chien, il regarde le chien et il dit chat. Très bizarre. Bon. Il y a la même chose dans les LLM en fait. Donc il y a un papier qui était sorti il y a 1 an. Donc voilà, Seribat, d'ailleurs, lui, il m'en avait parlé, c'était vraiment cool comme papier où il disait ah, il y a des illusions, vous faites des interventions causales et en fait vous vous trompez parce que les espaces, les sous-espaces, je sais pas quoi. Et voilà, oups. Et eux, là, au bout d'1 an plus tard, ils disent bah en fait non, vous aviez tort, les sous-espaces, vous les avez pas bien compris. Donc l'interprétabilité, en fait, on peut voir et se dire ah quand même les méthodes maintenant elles sont clean et tout. Bah en fait pas tant que ça. Il y a toujours même des débats encore assez houleux sur est-ce que ta méthode tu l'as bien appliquée, est-ce que ta méthode tu l'as pas bien appliquée, et est-ce que ton résultat c'est un vrai résultat d'interprétabilité ou c'est un truc un peu mal fait. Et par exemple, on avait parlé de ça aussi au début, où là on avait un côté, bon là c'était parce qu'il n'y avait pas de test contrefactuel, mais voilà, on a des résultats d'interprétabilité des papiers qui finissent meilleur papier du workshop d'interprétabilité et qui sont faux, ou qui ont des résultats qui ne sont pas ceux qu'ils claimaient être. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça nous arrive sur nos SAE? Bon, l'avenir le dira. Et là, la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que l'interprétabilité est utile? Donc moi, je vais avancer là 3 arguments de pourquoi est-ce que l'interprétabilité n'est pas aussi utile que ce qu'on pourrait penser. D'abord, il y a plein de problèmes avec l'IA, et l'interprétabilité ne sauve pas du tout tous les problèmes avec l'IA. Voire même les problèmes sur lesquels elle peut aider, ils ne sont même pas résolus entièrement. Il ne suffit pas juste de faire un travail technique. C'est aussi très en retard l'interprétabilité. Donc vous avez vu lors de la séance 1 et 2, je pense que les IA, ça fonce comme ça. Plein de gens qui disent que AGI est pour 2027, 2028, 2026, je ne sais pas. L'interprétabilité, on n'est pas du tout aussi avancé. On n'est pas du tout prêt à dire on comprend ce modèle, il est safe, tout va bien. Ou même l'inverse, on n'est pas prêt pour ça. Et aussi, ça donne des techniques qui sont juste super compliquées à utiliser. Enfin, faire un circuit sur les réseaux de neurones et tout, dans la plupart des problèmes, vous avez juste envie de mettre un vieux filtre à la fin et puis c'est gagné. Donc voilà, là j'ai fait une liste de problèmes en IA, les mésinformations, les deepfakes, les armes autonomes, la démocratie, les systèmes autonomes. Et je me suis demandé lesquels, raisonnablement, l'interprétabilité peut être utile et peut aider à contribuer à une part significative du problème. Quand même pas beaucoup, seulement 5 sur 15. Et encore, si on dive in, on va voir que ces problèmes-là, ils ne sont pas du tout résolus en entier. L'interprétabilité pour aucun de ces problèmes-là n'est le facteur numéro 1. Bon, en vrai, j'aurais pu mettre loss of control parce que c'est aussi une des choses pour lesquelles les gens veulent faire de l'interprétabilité la plupart du temps, c'est on veut contrôler les AGI, mais voilà, c'est pas du tout la seule façon. La meilleure façon, ça pourrait être de faire de la coordination internationale, des choses comme ça, pas forcément l'interprétabilité. Ok, donc, pour les biais, comment est-ce qu'on résolve les biais aujourd'hui, dans les grandes lignes, quoi? Si vous avez un modèle, il est biaisé, ou vous voulez pas que votre modèle soit biaisé, vous allez faire quoi?
modifier un peu le dataset pour réduire les biais, faire du fine-tuning Ouais. spécifique pour réduire un certain biais. Ouais, exactement. Bah, du RLHF. Donc vous avez votre modèle d'image, il vous fait des images trop stéréotypées ou pas assez stéréotypées ou je ne sais pas quoi. Hop, vous pouvez le recalibrer, vous pouvez lui dire non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça marche. Hein. Vous pouvez améliorer le dataset. On sait que les biais, c'est pas mal des problèmes de données plutôt que des problèmes d'algorithmes. Et là, j'ai mis 3 parce que je connais pas toutes les techniques qu'on peut faire entre les deux, mais l'interprétabilité, ça vient vraiment à la toute fin de ce qu'on peut faire. Personne aujourd'hui ne fait d'interprétabilité pour réduire les biais dans les réseaux de neurones. Même chose pour la privacy. Bah, en fait, on peut nettoyer le dataset. Ça aide avec la privacy, juste censurer les noms, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'informations qui soient au même endroit. Et pour écraser pour retirer des connaissances d'un modèle d'IA, ça c'est beaucoup plus compliqué, on ne sait pas faire encore aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se penchent sur ce sujet parce que c'est vraiment important. Si votre donnée est dans un modèle d'IA, aujourd'hui elle y est pour toujours. On ne pourra pas réentraîner le modèle d'IA pour la retirer. Et OpenAI ne vont pas réentraîner GPT-4 parce que GPT-4 connaît votre vie et que vous n'êtes pas content, quoi. Donc notamment, c'était marrant, avec le CESIA, on a répondu à cette enquête de la CNIL qui demandait voilà, comment est-ce qu'on peut faire le RGPD sur les IA. Très compliqué, et l'interprétabilité aujourd'hui n'est pas du tout capable de nous aider. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'interprétabilité en pratique aujourd'hui pour de vrai? Par exemple, pour vérifier que notre modèle il fonctionne bien. Donc là, votre classification d'image elle ne marche pas, ça dit PEL. Vous pouvez faire des techniques, là, Craft, c'est fait par des Français d'ailleurs, c'est cool à Toulouse. Ok, pourquoi est-ce qu'il dit pelle? Parce qu'il y a de la terre et parce qu'il y a un mec en pantalon. Un mec en pantalon dans de la terre, il a une pelle dans le dataset. Bon, voilà, vous avez trouvé, c'est cool l'interprétabilité pour faire ça. Faire des meilleures attaques via la robustness, donc ça c'est un papier de Redwood Research qui dit ok, on veut faire des attaques adversariales qui soient meilleures et augmenter nos humains pour qu'ils soient meilleurs à faire des attaques adversariales pour mieux entraîner notre réseau de neurones. Donc ce qu'on fait, c'est avec un outil d'interprétabilité, on vous permet de créer des attaques plus fortes. Et il montre qu'en effet, c'est 2 fois plus efficace, ça prend 2 fois moins de temps. Et donc voilà, ça augmente la robustesse, c'est sympa. On peut l'utiliser pour comprendre certaines décisions, mais en gros, c'est à peu près tout. Hein. Dans l'industrie aujourd'hui, l'interprétabilité, c'est pas très utilisé. On n'est d'ailleurs pas trop on track pour AGI, pour être prêt là-dessus. Et là-dessus, ce que j'aime bien, c'est du coup parler de Leopold Astronauer. Bon, je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, c'est horrible. Mais donc il a écrit cette sorte de papier, ce méga article, Situational Awareness, dans lequel il décrit un peu du coup toutes les AGI du point de vue américain, du point de vue de la Silicon Valley. Et donc c'est quand même un mec qui a travaillé à OpenAI, dans les communautés d'alignement, dans les communautés d'interprétabilité. Et ce qu'il en dit quand même, c'est on n'est pas prêt, quoi. GPT-7, je pense qu'on n'y sera pas. C'est cool qu'on fasse de l'interprétabilité, mais les problèmes techniques avec AGI, c'est maintenant, et l'interprétabilité, c'est en retard. Et donc oui, voilà, comme je disais, c'est pas utilisé dans les modèles, donc ni les LLM. Donc aujourd'hui, Anthropic, c'est les seuls qui ont entraîné des auto-encodeurs sur leur modèle d'IA. Ils ne les ont pas implémentés. Si vous allez sur Anthropic, vous utilisez Claude, il n'y a pas quelqu'un qui check derrière si les features elles sont activées, les features de méchanceté ou je sais pas quoi. Dans les modèles de vision, pour empêcher par exemple de la génération d'images pornographiques ou des générations d'images un peu bizarres, c'est pas de l'interprétabilité, hein, c'est des techniques beaucoup plus simples de co-similarité avec les images qu'on veut pas. En fait, les laboratoires n'utilisent pas d'interprétabilité. Et ça, c'est un peu un red flag, quoi. Est-ce qu'on est juste là trop tôt ou est-ce qu'on est en train de faire du safety washing, un peu, de dire vous inquiétez pas, il y a l'interprétabilité qui arrive, on est en train de travailler dessus, ça va arriver. Oui, ok, mais si ça va arriver, que c'est trop tard et qu'en plus ça ne résout pas les problèmes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je trouve ça assez intéressant, notamment parce que donc, lundi dernier, j'étais au symposium pour la sécurité de l'IA organisé par le CESIA. Et il y avait Bengio et Stuart Russell, donc 2 grands chercheurs en IA. Et bon, je ne sais plus si c'est les 2 ou que Bengio, mais dans leur plan, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur, pour améliorer la sûreté de l'IA, il y avait
Il faut mieux comprendre, il faut faire plus d'interprétabilité. Bah, ça quand même, peut-être, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ça paraît un peu weak comme théorie. Si c'est que ce sur quoi on se base, on n'est pas bien basé. Et en réalité, je pense que c'est pas mal un problème de les ingénieurs et les clous et les marteaux, quoi. C'est les ingénieurs de la Silicon Valley, si vous leur demandez de résoudre un problème, ils veulent vous faire du code, ils veulent pas aller au Parlement, parler aux gens, c'est relou. On veut pas faire de la policy, c'est moins marrant quand on est un ingé. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui vient de ça, quoi. Juste, vous avez un problème d'IA, vous allez faire de l'IA. Ok. Eh ben, la séance est finie. Vous avez survécu aux auto-encodeurs. Donc on va pouvoir conclure un peu rapidement et prendre des questions. Donc voilà, l'interp, en résumé, c'est quand même assez cool. Ça donne des insights vraiment intéressants sur comment ça fonctionne les réseaux de neurones. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques que je mets à la fin, mais concrètement, voir qu'il y a des circuits comme le IOI qui existent dans GPT-2, qu'on est capable de comprendre autant de choses sur les modèles de langage, c'est quand même assez fou comparé à ce que les gens imaginent par défaut quand ils ne connaissent pas l'interprétabilité, c'est-à-dire on ne comprend rien. On ne comprend pas rien, on comprend des trucs, c'est juste que ce n'est pas très actionnable encore aujourd'hui. Donc c'est un super field scientifique, quoi. Il y a plein de recherches qui se font et je pense qu'il y a plein de super papiers à faire. Mais ce n'est pas super utilisé pour la safety, ça ne sauve pas tous nos problèmes, ce n'est pas très robuste. Voilà, il y a des gros mais à mettre sur l'interprétabilité. Donc pour les ressources là-dessus, bon voilà, j'ai listé des trucs. Je pense que si vous voulez lire des choses en interprétabilité, maintenant il y a de plus en plus de choses dans l'académie, donc qui vont être publiées pour de vrai. Sinon, beaucoup de choses qui se passent sur LessWrong par les chercheurs indépendants. Et Anthropic, c'est une ressource qui est vraiment pas mal aussi, donc c'est très compliqué. Mais si vous avez bien aimé toutes ces histoires d'auto-encodeurs, de features, les choses en superposition, je sais pas quoi, il faut aller là-bas, les papiers sont incroyables. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ouais. Anthropic, s'ils publient beaucoup là-dessus, mais qu'ils ne les mettent pas en place dans leur modèle, est-ce qu'ils ne se placent pas un petit peu dans le safety washing? Ouais, donc ça peut se placer. En fait, il y a différents points de vue. Il y a est-ce qu'ils le font pas dans leur modèle parce qu'ils s'en fichent, ou est-ce qu'ils le font pas dans leur modèle parce que c'est pas prêt? En vérité, aujourd'hui, c'est aussi que c'est pas prêt. Moi, je pense quand même qu'Anthropic doivent être en train d'essayer de produire des techniques, d'essayer de l'implémenter pour de vrai dans leur réseau de neurones. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. La question, c'est est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va être robuste? Est-ce que ça va être utile? C'est pas évident. Et ce sera plus là qu'on va voir le safety washing. Mais pour Anthropic, j'ai l'impression qu'ils ont leur papier montre un peu qu'il y a des démarches de vouloir au moins un peu le faire. OpenAI, par exemple, c'est plus contestable. Ils ont récemment, il y a toute leur team d'interprétabilité qui a quitté. Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup annoncé ils n'ont pas interprété GPT-4 beaucoup. Donc voilà, ça s'inscrit un peu plus dans le safety washing. Ouais. Après, il y a la question de est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas. À Anthropic, Anthropic et dans la communauté de l'alignement, il y a beaucoup de gens qui croient en l'interprétabilité comme vraie solution, qui sont en mode là, ce que j'ai présenté, c'est un truc pas super faire. En vrai, il y a ça, et ils vont vous dire qu'il faut quand même faire de l'interprétabilité, c'est vachement bien. Voilà, c'est aussi beaucoup des questions de point de vue sur la science. Les gens sont d'accord, les SAE c'est intéressant et tout. Sur l'utilité, il y a beaucoup de débats. Est-ce que sur la partie SAE, il y a eu la même chose qui a été faite sur des modèles de vision, mais avec la même architecture transformer aussi, avec des features visuelles qui pourraient être analysées? Je crois. J'ai pas lu les articles dessus, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait personne qui ait fait ça. Je sais qu'il y a de l'interprétabilité assez moderne qui a été fait sur les LLM, notamment multimodaux ou des choses comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont été faits sur les sons, du coup qui trouvent les features des sons un peu comme nous on pourrait les imaginer, genre ba, a, da, des trucs comme ça. Mais ouais, voilà, je pourrais pas répondre plus à la question. L'année dernière, il y a quelqu'un qui a fait un travail de reproduire le papier des SAE sur les CNN. Ah oui, c'est vrai ça. Et il a réussi, hein. Il a réussi. En un week-end. Un peu plus qu'un week-end. Bah, c'est vrai qu'il a passé une journée à setup. C'est vrai aussi, il n'était pas
pas été très efficace, mais c'était très cool à la fin. Et on voyait, c'était la première fois qu'on voyait une reproduction des SAE sur le CNN, à ma connaissance, et ça transférait. On peut appliquer les SAE sur le CNN. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous libérer là. Bonne soirée et merci d'avoir écouté.